Salut! Cette vidéo fait suite à celle concernant le distorsiomètre. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelques mesures. A tout de suite! Dans cette vidéo, nous allons faire quelques mesures, des mesures comparatives et surtout des mesures avec les différents équipements que sont l'oscilloscope, un logiciel de mesure et les différents distorsiomètres. Nous allons en préambule utiliser un générateur à faible distorsion, suivi d'un petit circuit que j'ai construit. Alors j'ai construit ce petit circuit à partir d'un tube ECC86, c'est un tube basse tension, et on raccordera ça aux deux distorsiomètres. D'abord à ce distorsiomètre AMEG qui est supposé descendre jusqu'à 0,01% de distorsion, et notre distorsiomètre à tube que l'on avait évoqué dans la précédente vidéo, et on fera des comparaisons. On raccordera l'ensemble à un oscilloscope qui nous permettra de voir à la fois les signaux mais aussi les filtres réjecteurs, et on comparera les filtres réjecteurs de ces deux distorsiomètres pour qualifier notre petit distorsiomètre à tube. Et enfin on viendra se raccorder ça sur un logiciel REW qui veut dire Room Equalizer Wizard, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui permet normalement de faire de l'égalisation pour une pièce, mais qui peut être parfaitement utilisé pour pouvoir relever la distorsion. Alors ce que l'on a ici, on a un tube ECC86 qui est un tube qui marche qui était prévu pour marcher sur batterie. D'ailleurs c'est pas un tube audio, c'est un tube plutôt HF qui était beaucoup utilisé par exemple dans des postes ou des autoradios sur batterie. Bon, quoi qu'il en soit, le gros avantage c'est qu'on peut mettre les mains là-dessus, vous voyez, comme ça, sans risquer de s'électrocuter. Parce que j'aime pas beaucoup faire des manips en vidéo, surtout que je suis tout seul à tourner, en baladant des sondes de scope avec des trucs avec des 400 volts à la plaque. C'est quand même pas hyper sécurisé. Ce tube là est alimenté par cette alimentation qui est ici. J'alimente ça ici en 20 volts d'un côté, et de l'autre côté j'alimente les filaments en 6 volts 3. Alors on va commencer par faire une première mesure avec cet oscilloscope analogique que j'ai ici, où on voit ici l'entrée et la sortie de cet amplificateur en cathode commune. Par la suite on fera des mesures à partir de ça, c'est-à-dire on va regarder le spectre à partir d'un logiciel que je vais vous présenter, puis on fera bien sûr des mesures aussi avec ces deux équipements qui sont ici, c'est-à-dire l'oscilloscope numérique, puisqu'on regardera la FFT ici, et on utilisera cet équipement pour pouvoir voir à quel point il est précis ou non précis, et à quel point on peut se fier à lui. Alors première remarque, ici on a quelque chose qui nous donne environ, voilà, 2,3% de distorsion. On peut regarder, voilà, 2,27% de distorsion exactement. On voit ici les deux courbes qui sont l'entrée et la sortie. Alors déjà première remarque, quand vous testez ça avec des signaux analogiques, on se rend compte que les deux courbes se ressemblent. Alors on pourrait imaginer par exemple superposer les deux courbes, ce que je vais essayer de faire, l'une sur l'autre, comme ça, et puis en les inversant, regardez si en jouant sur les verniers, comme cela, je peux venir observer la distorsion. Alors, c'est pas évident, vous voyez, avec 2% de distorsion, vous êtes absolument incapable, avec un oscilloscope, d'apprécier 2,27% de distorsion ici. Pour autant, vous êtes sur une distorsion absolument considérable, et donc l'oscilloscope, comme ça, quand vous l'utilisez en tant que tel, il n'est pas tellement à même, surtout avec des signaux sinusoïdaux, de vous donner une bonne visibilité de ce qu'est la distorsion. Alors il y a une manip que l'on peut faire, qui est assez simple et qui peut venir à l'esprit, c'est de se dire, puisque la distorsion entre l'entrée et la sortie, c'est tout ce qui n'était pas présent à l'entrée, si j'utilise des fonctions mathématiques, si je faisais l'addition de ces deux signaux en opposition de phase, puisque j'additionne deux signaux inversés, je vais obtenir un signal qui sera tout ce qui n'était pas présent sur la fondamentale. Et c'est exactement ce que vous avez ici. Ce que vous voyez ici, c'est la distorsion. Alors le problème de ça, c'est que ça impose que l'entrée et la sortie soient parfaitement en opposition de phase. Or, il est extrêmement difficile, dans un ampli, d'avoir les deux signaux qui sont parfaitement en opposition de phase. Alors, ils apparaissent comme ça en opposition de phase, mais rien n'indique, vous voyez, qu'on n'a pas un léger déphasage entre les deux, et quand on vérifie ça au scope numérique, d'ailleurs, on se rend compte qu'on n'est pas tout à fait à 180 degrés, ce qui veut dire que cette manip qui consiste à observer la distorsion comme ça, certes, elle vous donne une idée. Effectivement, si vous faites varier le signal d'entrée, et que vous venez même saturer le truc, bon ben là vous allez voir la distorsion. Cela dit, ça ne vous donne pas ça, la distorsion exacte, ça vous donne une idée de la distorsion. On peut venir aussi à l'idée de faire une deuxième mesure à l'oscilloscope, c'est de passer à ce moment-là en XY. Alors si on passe en XY, bon ben on peut voir que là, la courbe est relativement droite pour 2% de distorsion.
Et quand on fait un lisse-ajout et qu'on agrandit la courbe, on se rend compte que nos deux signaux ne sont pas totalement en phase, ce qui veut dire que la courbe que l'on avait avant n'est pas évidemment parfaitement en opposition de phase, ce qui veut donc dire que l'addition des deux signaux est fausse. Donc maintenant ce que l'on va faire, on va abandonner ça et on va aller sur un oscilloscope numérique pour regarder la transformée de Fourier rapide et le spectre. Alors évidemment là on voit le spectre. Hein, là c'est indéniable, on voit le spectre en FFT. Alors avec toutes les réserves d'usage, je vous renvoie à la vidéo à nouveau de Philippe de Merliac pour choisir la meilleure fenêtre pour pouvoir avoir quelque chose qui s'approche le plus d'un spectre réel. Bon, cela dit, ça c'est pas évident d'extraire la valeur qui est ici, parce que si vous regardez la valeur que j'ai là sur le distorsiomètre, 3,6% de distorsion, pour pouvoir ramener ça ici à 3,6% de distorsion, il faudrait additionner les amplitudes en quadrature et puis faire toute une formule mathématique qui n'est pas rendue aisée par le fait qu'il n'y a aucun curseur possible sur la FFT, à tout le moins sur l'oscilloscope que je possède. Alors je ne dis pas que d'autres oscilloscopes peut-être plus chers auraient des marqueurs, mais là vous voyez, j'ai pas des marqueurs, donc ça obligé de travailler à l'ancienne, c'est-à-dire venir mesurer l'amplitude en comptant le nombre de carreaux, faire des amplitudes relatives. Bon, c'est possible, hein, puisqu'on a des valeurs qui sont en dB. Et puis, à partir de là, utiliser une addition en quadrature des amplitudes. Mais enfin, vous voyez bien déjà que au-delà de l'harmonique 3, l'harmonique 3, elle est presque noyée dans le bruit. Et puis, les harmoniques qui sont derrière, laissez tomber, on ne les verra pas, quoi. Le principe de tous ces distorsiomètres analogiques ici, c'est qu'il faut les calibrer. Au départ, il faut faire une calibration à 100%. Vous voyez, on essaye de le caler à 100%. Et idéalement, quand on fait des mesures de distorsion, il faut disposer d'un bon générateur, d'un générateur à faible distorsion. Parce que si déjà vous injectez un signal avec une forte distorsion, c'est pas évident de venir faire une mesure correcte de distorsion. À partir de là, l'équipement va vous donner une distorsion. Là, on voit qu'il nous donne une distorsion de 3,5%. Alors, cette distorsion de 3,5%, on peut l'avoir à l'oscilloscope. Ce que vous voyez ici, cette trace-là, c'est la fondamentale, et ça, ici, c'est la distorsion en elle-même. Alors maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une comparaison entre le distorsiomètre qui est ici et le distorsiomètre qui se trouve là. Ce distorsiomètre qui est ici, une fois qu'il est calibré, l'idée, c'est de venir régler pour avoir un minimum de distorsion en touchant au filtre, comme cela, pour essayer de trouver le minimum. Alors pour ça, les écrans à galvanomètre sont impeccables, et là on vient régler la fréquence, et ici je vais essayer de régler l'équilibrage pour être au minimum. Et on voit que sur le calibre 10%, on voit que ce distorsiomètre me sort quelque chose comme 3,2% de distorsion, ce qui est quand même très proche de 3,49, c'est-à-dire que sur ce distorsiomètre à ampli-op, et avec un filtre qui se cale automatiquement et qui a servi, j'ai 3,49% de distorsion. Alors là, qu'est-ce que l'on voit ici? Alors ici, on voit les deux sorties de la distorsion, c'est-à-dire tout sauf la fondamentale, sortant des deux distorsiomètres. La courbe en jaune, ici, sort du distorsiomètre à tube, c'est-à-dire ici, si vous le regardez bien, c'est ce câble-là. Et la courbe en bleu, qui est ici, elle nous donne la sortie de ce distorsiomètre qui est ici. Ce qui est intéressant à voir, c'est que sur deux équipements qui sont infiniment différents, enfin, tant en termes de conception qu'en termes d'âge, elle nous donne deux courbes à peu près identiques. Si je les superpose, ben vous allez vous rendre compte que les filtres donnent des résultats pratiquement identiques entre les deux systèmes. C'est-à-dire que les filtres sont à peu près aussi bons dans ce distorsiomètre à tube que dans ce distorsiomètre à amplificateur opérationnel. Le relevé de la distorsion d'un tel montage, que je viens de régler à l'instant à 2,21 kHz pour 2,35% de distorsion, n'est pas quelque chose d'aisé parce qu'il va falloir vous disposer ici d'un distorsiomètre qui n'est pas un outil que vous pouvez obtenir facilement. Alors il est possible pour cela d'utiliser le logiciel que vous voyez là. Ce logiciel présente un certain nombre de fonctionnalités, très orientées d'ailleurs pour l'égalisation d'une pièce. Cela dit, si on la ramène à l'utilisation qu'on peut en faire au laboratoire, il dispose d'un générateur. Alors évidemment, ce générateur que vous avez ici sera forcément conditionné à la qualité de la carte audio que vous pouvez avoir là, bien sûr.
Il permet de générer des tonalités variables. Bon, je les ai mesurées, elles sont relatives, enfin ça dépend de la carte, mais elles sont relativement sans distorsion, enfin avec un minimum de distorsion. Il permet bien sûr de faire des signaux carrés. Gros avantage, c'est qu'il vous permet de faire du multiton, et on verra, ça c'est pas mal, parce que ça permet de faire des mesures, ça peut permettre de faire des mesures d'intermodulation à l'intérieur d'un ampli. Et puis vous avez la possibilité de générer du bruit, ou utiliser une fonction de vobulation. Bon. Ça reste quand même une génération de signaux par carte son, donc avec ce que ça présente comme avantage et inconvénient. Alors il dispose d'un oscilloscope. Bon, l'oscilloscope qui est là est plutôt symbolique, hein, si vous voyez, parce que ça c'est le signal que j'injecte à l'intérieur de mon système. Bon, il a le mérite d'exister, il y a un oscilloscope double trace. J'ai pas vu si je pouvais faire de l'XY d'ailleurs là-dessus. Mais bon, c'est un oscilloscope évidemment sur carte son, donc vous attendez pas à des miracles. Mais ça sert surtout à contrôler si on sature pas en fait la carte d'entrée. Ça a le mérite d'exister, mais c'est pas forcément la fonctionnalité première de cet équipement. D'autant qu'il faut que vous ayez vraiment calibré vos niveaux pour que ce que vous releviez ici soit correct. Ce qui est intéressant par contre, c'est la transformée de Fourier rapide qu'il permet d'obtenir. Et vous allez voir qu'il n'est pas du tout hors spec, enfin si tant est qu'il soit bien réglé. Alors la première des choses, c'est qu'il faut éviter bien sûr de saturer la carte son, comme je vous l'ai dit, ici, au moyen d'un atténuateur. Et vous allez voir que les résultats que l'on obtient, vous voyez que le distorsiomètre ici nous indique 2,35% de distorsion. Bah, ce logiciel, il me donne 2,38% de distorsion en distorsion totale plus le bruit. Alors on a les pourcentages, vous voyez ici, sur chaque harmonique, puisqu'on peut exprimer ici ça soit avec des pourcentages, soit en dB. J'ai profité de ça pour vérifier la FFT de cet oscilloscope. Alors si vous voyez la FFT ici pour 2,3% de distorsion, pardon, on voit bien la H2 ici qui est présente, sans aucun problème. Pour autant, vous ne voyez pas la H3 qui est ici présente sur logiciel et qui pourtant existe. Donc c'est-à-dire que finalement avec cet outil que vous avez ici, bah, vous pouvez voir la distorsion avec une certaine précision quand même. Pour compléter mon propos concernant la validité de la FFT de mon oscilloscope, j'ai tiré deux copies d'écran avec quelque chose comme 9,6% de distorsion, ce qui est une distorsion assez forte pour ne pas dire très forte. Alors le spectre que vous voyez ici, c'est le spectre qui a été sorti par le logiciel Ryu, ici. Et ça, c'est la FFT de mon oscilloscope. Alors vous voyez d'ailleurs que les signaux se ressemblent. Mais si jamais on vient superposer ces deux signaux l'un sur l'autre, ben vous voyez qu'en fait, la FFT de mon, enfin du moins le fenêtrage de mon oscilloscope et celle du logiciel sont rigoureusement équivalentes. Alors ça c'est vrai parce qu'on a un fort niveau de distorsion, et donc on a des harmoniques importantes. Toutefois, vous voyez, quand on a des niveaux très faibles, bah, ils se retrouvent noyés dans le bruit, paradoxalement, dans la FFT de l'oscilloscope, ce qui la rend totalement inopérante pour pouvoir tirer une quelconque conclusion sur la distorsion. En attendant, vous pouvez aller en confiance sur cet équipement qui est là, parce qu'avec une simple carte son, un atténuateur que vous allez vous fabriquer, eh bien, vous arrivez à faire des relevés qui sont relativement précis, parce que je considère qu'un écart de 0,2% de distorsion sur un équipement, c'est tout à fait acceptable avec un moyen de mesure qui vous coûte, pour ainsi dire, pratiquement rien. Voilà, on a fini. Salut et à bientôt sur les ondes.